Bonjour à tous, bienvenue sur CCTV français pour cette nouvelle édition du journal. Nous commençons avec les dernières nouvelles en provenance de Shenzhen au sud de la Chine. Un glissement de terrain a touché un parc industriel dans le nouveau district de Guangming, au nord-est de la ville. Au moins 27 personnes sont portées disparues. Le glissement de terrain s'est produit dimanche à 11h40 du matin, provoquant la destruction de 22 bâtiments. 4 personnes ont été secourues sur les bâtiments recouverts par le glissement de terrain. L'électricité a été coupée sur 3 centrales électriques pour réduire le risque d'explosion dans un dépôt de gaz. La zone a été bouclée et plus de 700 secouristes sont à la recherche de survivants. Le gouvernement de la ville de Shenzhen a tenu une conférence de presse plus tôt dans la soirée. D'après l'enquête initiale, le glissement de terrain a recouvert 22 bâtiments d'usines appartenant à 15 entreprises. À l'heure actuelle, environ 900 personnes ont été évacuées vers des zones plus sûres. Des plans d'urgence ont été activés au niveau de la ville de Shenzhen et au niveau du nouveau district de Guangming. Un centre des opérations de secours a été installé sur le site pour coordonner les secours. Le personnel de secours comprend des agents de la sécurité publique, des pompiers, des forces spéciales de police, du personnel médical et de supervision de la sécurité. Un total de plus de 1500 personnes est impliqué dans les efforts de recherche et de sauvetage. La Chine accuse les États-Unis de provocations militaires graves. Cela intervient après que 2 bombardiers américains B-52 ont survolé le territoire chinois en mer de Chine méridionale le 10 décembre. Un porte-parole du ministère, Hong Lei, a déclaré samedi que l'armée chinoise a observé les mouvements des avions militaires américains et a émis des mises en garde contre ceux-ci, les enjoignant de quitter le territoire chinois. Hong Lei dit que la Chine a solennellement condamné cette violation de son espace aérien et les États-Unis ont promis une enquête. Le ministère chinois de la Défense a déclaré que les États-Unis font délibérément monter les tensions et que la Chine s'oppose fermement à toute violation du droit international et au sapement de sa souveraineté et de ses intérêts sécuritaires sous le prétexte de la liberté de navigation et de survol, toute liberté que la Chine respecte par ailleurs. Le ministère a demandé à Washington de réfléchir et de corriger ses erreurs et de prendre des mesures immédiates pour empêcher que de tels incidents, qui nuisent à la paix et à la stabilité régionale, ne se reproduisent afin de protéger les relations sino-américaines. Le ministère a aussi réitéré ses déclarations selon lesquelles il prendra toutes mesures nécessaires pour protéger la souveraineté de la Chine. Nous poursuivons avec les élections en Espagne. Les bureaux de vote ont ouvert à travers toute l'Espagne pour ce qui devrait être l'élection la plus serrée qu'ait connue le pays. Le Parti du Peuple, le Parti conservateur et les socialistes se sont succédés au pouvoir pendant des décennies. Ils devraient perdre des sièges au profit de 2 nouveaux partis dynamiques, le Parti de gauche anti-austérité, Podemos, et le Parti de centre-droit, Ciudadanos. Mais avec ces 4 partis qui dépassent chacun régulièrement les 15%, il est très difficile de connaître le résultat de l'élection à l'avance. Le vote a commencé à 9h du matin et prendra fin à 8h du soir. Des résultats officiels partiels devraient être communiqués 2 heures plus tard. On s'attend à ce que cette élection mette fin à plus de 3 décennies d'un système politique bipolaire en Espagne. Le paysage politique espagnol a été transformé par l'émergence de 2 nouveaux partis. Et bien que le Parti populaire de Mariano Rajoy semble toujours en position de force pour l'élection d'aujourd'hui, si les sondages d'opinion ne se trompent pas, il se pourrait qu'ait à partager le pouvoir. Le voici tout sourire avec ses partisans. Mais Mariano Rajoy est un homme sous pression. Cette semaine, le Premier ministre a été frappé alors qu'il était en campagne dans sa région d'origine, la Galice. Cet incident révèle le niveau d'insatisfaction d'une partie de la population vis-à-vis de son action comme Premier ministre. Malgré cela, le Parti populaire au pouvoir semble bien parti pour remporter l'élection, quoiqu'en perdant sa majorité. Et cela s'explique principalement par le tournant qu'a pris l'économie espagnole, une économie qui croît plus vite que celle de l'Allemagne, de la France ou du Royaume-Uni. Pour moi, c'est le candidat idéal et le Parti populaire est le parti idéal. Pourquoi? Parce que nous avons l'expérience nécessaire. Nous pouvons aider le pays à avancer.
Je ne pense pas que ce soit le bon moment pour des expérimentations. Pas maintenant. Le Parti socialiste, ou PSOE, l'autre parti traditionnel espagnol, a connu des transformations importantes depuis qu'il a été battu à plate couture lors des élections de 2011. Et le dirigeant Pedro Sánchez a fait de son mieux pour reprendre du terrain lors d'un débat télévisé très animé. Les Espagnols devront choisir librement par leur vote celui qui sera leur prochain Premier ministre. Mais je vous préviens que si vous demeurez Premier ministre, le coût pour notre démocratie et pour l'institution que vous voulez représenter sera énorme. Car le Premier ministre doit être une personne décente. Et vous, Monsieur Rajoy, vous ne l'êtes pas. Mais le véritable intérêt de cette élection réside dans le fait que le paysage politique espagnol a considérablement changé. Le parti centriste Ciudadanos, Parti des citoyens, est mené par Albert Rivera, 36 ans. Les sondages d'opinion font de M. Rivera le choix privilégié pour devenir Premier ministre. Les partis centristes subissent également une pression de plus en plus forte de la gauche. Le parti Podemos s'est développé sur le mouvement anti-austérité. Mais leur défi actuel est de convaincre un plus large public et pas seulement leurs soutiens les plus solides. Avec à sa tête le charismatique Pablo Iglesias, le parti Podemos a été créé il y a seulement 2 ans. Le parti a déjà plus de 100 sièges dans les parlements régionaux. Et le parti promet de trouver une réponse au taux de chômage de 20% qui paralyse la société espagnole. Quoi qu'il advienne aujourd'hui, plusieurs commentateurs politiques en Espagne considèrent que le changement de paysage politique marque un tournant dans l'histoire de la démocratie espagnole. Avec un nouveau débat et de nouveaux partis, les politiciens et leurs politiques n'ont plus d'autre choix que de répondre à nouveau aux demandes de la population. Je ne pense pas qu'il faille craindre quoi que ce soit. Je comprends toutefois que les partis les plus conservateurs d'Espagne soient effrayés. Mais je pense que c'est une façon de tester les institutions espagnoles, de voir si elles peuvent supporter un système politique plus fragmenté. De nombreux Espagnols ne savent pas encore pour qui voter. Mais si les estimations de vote sont correctes, M. Rajoy pourrait encore sortir son épingle du jeu. Le ministre irakien de la Défense Khaled Al-Obeidi a annoncé qu'une enquête était en cours concernant la mort de 9 militaires irakiens. Les soldats ont été tués vendredi près de la ville de Fallujah aux mains des militants du groupe État islamique suite à une frappe aérienne américaine. Khaled Al-Obeidi a déclaré que ces morts représentaient un incident, je cite, très regrettable. Nos forces aériennes ne pouvaient pas voler en raison du mauvais temps. Donc les forces de la coalition aérienne couvraient l'avance de nos troupes au sol. Il y a eu une frappe aérienne sur nos héros qui s'avançaient et ils sont morts en martyrs. Une enquête est en cours menée par les parties irakiennes et américaines. Le secrétaire américain de la Défense, Ash Carter, a déclaré qu'un appareil américain avait mené cette frappe. Ash Carter a ajouté qu'il s'était entretenu samedi par téléphone avec le Premier ministre irakien Haider al-Abadi pour lui exprimer ses condoléances pour ses pertes involontaires. Selon un communiqué militaire américain, les frappes aériennes seraient intervenues en réponse à une demande et à des informations fournies par les forces de sécurité irakiennes présentes sur le terrain près de Fallujah et auraient été menées en coordination avec les forces irakiennes. La conférence centrale de travail sur l'économie est entrée dans son 3e jour à Beijing. Les plus hauts dirigeants du pays se réunissent pour établir un programme national pour l'économie. Cette conférence annuelle à huis clos passe en revue les progrès économiques de 2015 et élabore des plans pour 2016. Une des tâches principales est d'établir des objectifs de croissance pour l'année prochaine. Les experts disent que la recherche d'une croissance stable sera l'objectif principal pour l'année prochaine, car 2016 est la première année du 13e plan quinquennal et qu'il devrait y avoir des pressions économiques à la baisse. Pendant ce temps, la conférence centrale de travail sur les questions urbaines se tiendra également pour la première fois depuis 37 ans. Les sujets principaux qui seront abordés lors de cette conférence seront la planification urbaine, la politique de logement et la construction d'infrastructures.
En novembre, le président Xi Jinping a déclaré lors d'une réunion du groupe en charge des affaires économiques et financières que le principal travail du gouvernement sera de réduire le stock de logements dans le secteur immobilier. Des fonctionnaires dans plusieurs petites villes ont déjà manifesté leur résolution pour résoudre les problèmes de logement en Chine. Salut, notre journaliste s'est rendu à Anyang pour comprendre comment le gouvernement local stimule la vente immobilière. Il est 7 h du matin et il fait moins 4 degrés. C'est un matin habituel à Anyang, situé dans la province de Henan au centre de la Chine. Mais devant les portes du centre des transactions immobilières de la ville, les gens forment une longue file. Ils attendent d'obtenir leur subvention de 20 000 yuans pour acheter un nouvel appartement. Je suis arrivé hier soir à 19 h et je suis resté toute la nuit dans ma voiture. J'ai dû venir plus tôt parce qu'il y a tellement de monde qui attend d'obtenir les subventions. Avant, je n'étais pas sûre si je voulais m'acheter une maison. Mais après que le gouvernement a annoncé sa nouvelle politique, j'ai décidé de sauter le pas. Dans le futur, s'il y a d'autres subventions, j'achèterai probablement une autre. En août dernier, le gouvernement de Anyang a introduit une série de mesures visant à pousser plus de monde à acquérir des appartements. Quiconque, y compris les citadins et les travailleurs migrants, peuvent obtenir des subventions s'élevant à 20 000 yuans s'ils désirent acheter une maison jusqu'au 31 décembre. Jusqu'à présent, près de 13 000 maisons ont été vendues. Pour le gouvernement, le coût du montant total des subventions s'est élevé à plus de 200 millions de yuans. En dehors des subventions financières et d'intérêts, d'autres mesures de stimulation ont été mises en place, comme la réduction des taxes. Sur une base annuelle, le marché immobilier a connu une forte croissance. Les industries relatives à l'immobilier, comme la rénovation et l'électroménager, ont annoncé de bons chiffres. Aujourd'hui, la Chine fait face à un vrai défi. Comment occuper les millions de logements inoccupés et invendus? La plupart des logements se trouvent dans des villes de 3e ou 4e rang qui ont été touchées par la migration des travailleurs vers les grandes villes. Les autorités locales de la province de Henan placent tous leurs espoirs dans l'urbanisation comme source de réduction du stock de logements. Le mois dernier, la province est engagée à louer chaque année au moins 300 millions de yuans pour encourager les fermiers à acheter leur première maison en réduisant les frais de transaction. L'urbanisation n'est pas possible si les travailleurs migrants n'ont aucun endroit pour vivre dans les villes. Nous avons donc décidé de consacrer tous nos efforts pour nous assurer qu'ils puissent s'installer dans un endroit de leur choix et bénéficier des mêmes avantages sociaux. Cela va alimenter la demande de logement. En 2014, le marché immobilier chinois a connu un ralentissement en raison d'une faible demande et d'une offre excédentaire. La tendance est maintenue en 2015 avec une réduction des ventes et prix qui s'est poursuivie. Selon les données du Bureau national des statistiques, l'inventaire des maisons invendues a atteint le record d'une surface totale de 686,3 millions de mètres carrés à la fin du mois d'octobre. Un bond de 17,8% par rapport à l'année dernière. Pour les analystes, la réduction du stock de logements dans le secteur immobilier fera probablement l'objet de la discussion de la conférence de travail du Comité central sur l'économie. Les accords de libre-échange entre d'une part la Chine et la Corée du Sud et d'autre part la Chine et l'Australie entrent en application aujourd'hui. Selon ces accords, dans chaque cas, les deux parties réduiront les droits de douane sur certains produits échangés. L'objectif à terme est d'éliminer tous les droits de douane. Nombre d'entre eux seront supprimés pour la première fois aujourd'hui et d'autres seront réduits dans moins de 2 semaines. Les discussions sur un accord de libre-échange entre la Chine et la Corée du Sud ont débuté en mai 2012 et l'accord final a pris 3 ans pour être finalisé. Les pourparlers entre la Chine et l'Australie ont pris plus de 10 ans et un accord a finalement été signé en juin de cette année. Les 2 accords couvrent des champs variés, comprenant les biens, les services et les investissements. Et les experts disent que les 2 accords de libre-échange fourniront des opportunités de faire progresser les partenariats de coopération. Les accords de libre-échange Chine-Corée du Sud et Chine-Australie sont des avancées significatives dans la mise en place de zones de libre-échange. Ils sont hautement libéralisés et couvrent une large gamme de domaines, comprenant le commerce traditionnel de biens et de services, ainsi que les investissements et les règles. Dans le même temps, la Corée du Sud et l'Australie sont 2 économies importantes et les accords de libre-échange avec elles sont plus étendus que jamais auparavant.
Selon l'accord de libre-échange, les deux parties vont éliminer les droits de douane et enlever les barrières au commerce et à l'investissement. Cela aidera la Chine à exporter en Corée du Sud et aidera les compagnies sud-coréennes à accroître leurs exportations vers la Chine afin d'augmenter le volume du commerce bilatéral. La Chine est le premier partenaire commercial de l'accord du Sud et l'accord du Sud est pour la Chine le troisième plus important partenaire commercial. L'accord de libre-échange ne va pas seulement réduire le prix des biens importés ou exportés, mais va aussi créer des opportunités pour les deux pays voisins. Les robots chinois sont plus modernes et maintenant ils sont moins chers. Ces jouets robots sont arrivés en Corée du Sud ce matin et sont devenus les premiers produits exemptés de taxes grâce à l'accord de libre-échange. La disparition des taxes douanières représente 10% du prix final pour les consommateurs sud-coréens. La disparition des tarifs douaniers va nous permettre d'avoir un avantage sur les prix sur le marché sud-coréen et donc d'augmenter notre part de marché dans le pays. Les consommateurs bénéficient aussi de l'accord de libre-échange. Dans la province du Shandong, une usine de fertilisants importe du sulfure liquéfié du Japon et de Corée du Sud. Mais depuis la mise en place de l'accord de libre-échange, l'entreprise a ajusté la répartition de ses achats. Lorsque l'accord prendra effet, le sulfure sud-coréen sera bien moins cher que celui du Japon. En prenant en compte le coût d'achat, c'est le sulfure sud-coréen que nous achèterons. Des produits moins chers et plus d'opportunités pour les deux pays. L'accord devrait agir comme un moteur de croissance pour les deux pays, renforçant encore davantage la coopération économique et commerciale qui les lie. Après l'application de l'accord de libre-échange Chine-Corée du Sud, il y aura plus de coopération pour la modernisation industrielle, ce qui signifie que certains secteurs industriels vont devenir des industries de pointe, TIC et soins médicaux compris. D'ici 20 jours après la mise en application de l'accord, 90% des biens commercés entre les deux pays voisins seront exemptés de taxes. Ce qui signifie que d'ici 2016, un volume d'échange évalué à 46 milliards de dollars américains sera exempté de droits de douane. Au terme d'une décennie de négociations, un accord de libre-échange entre la Chine et l'Australie a vu le jour. Cet accord prévoit l'abolition des droits de douane sur une large gamme de produits. Noël est arrivé plus tôt pour les deux pays. Les Chinois profiteront de mois à bon marché et les Australiens de fruits et légumes moins chers. Cela n'est pas le seul cadeau. Au cours des 4 prochaines années, les taxes sur le vin australien seront supprimées et d'ici 2019, les taxes sur les raisins, cerises et mangues disparaîtront également. L'objectif est de supprimer les tarifs douaniers des exportations chinoises vers l'Australie dans les 5 prochaines années. Les échanges commerciaux de la Chine et de l'Australie sont très complémentaires. Les importations chinoises ne seront pas concurrencées et le libre-échange profite largement aux deux pays comme le textile et les vêtements qui ne sont pas fabriqués en Australie et proviennent essentiellement du marché chinois. La mise en œuvre du plan zéro taxe sur les produits chinois bénéficiera aussi à l'Australie. Le côté australien a accueilli l'accord de libre-échange avec satisfaction. Un éleveur de moutons de la Nouvelle-Galles du Sud a déclaré que ses produits seront plus compétitifs vu qu'ils ont maintenant accès au marché chinois. Il y aura certainement plus d'entreprises en Chine et ils cherchent à acheter notre laine, ce qui est fantastique. Tout ce que nous pouvons faire, c'est espérer. Mes objectifs sont de fournir des produits de bonne qualité. Avec l'entrée en vigueur de l'accord de libre-échange, 30% des taxes sur les exportations agricoles australiennes seront supprimées, ce qui représente près de 1,5 milliard de yens, soit 230 millions de dollars qui ne seront pas prélevés. L'industrie agricole australienne devrait considérablement en profiter, ainsi que les entreprises spécialisées dans l'élevage d'animaux. Voilà, c'est la fin de cette édition du journal. Merci de nous avoir suivis. Excellente suite de programme sur CCTV français.